bonjour à tous. C'est bon, tout le monde m'entend. Donc j'ai la lourde responsabilité, j'ai envie de dire, de parler de business model de l'open source. C'est un vaste sujet. Donc je vais faire un petit, d'abord, tour de table rapide pour présenter les personnes qui participent à cette table ronde. Donc il s'agit bien d'une table ronde. Il s'agit de débattre, d'échanger sur ce sujet. Donc moi-même d'abord, je suis le directeur de Smile Digital. Smile Digital, c'est l'agence en fait intégrée de l'entreprise Smile, ce qui veut dire que mon équipe en fait s'occupe de définir l'expérience utilisateur des solutions que Smile intègre. Voilà. Ensuite avec nous, donc on a 3 personnes qui représentent chacune 3 CMS différents. Donc on a tout d'abord Cédric Morin. Donc bonjour Cédric. Bonjour. Qui donc va nous parler de son cas particulier qui est SPIP, le CMS SPIP, et qui a également une casquette d'entrepreneur avec Nursit. Et puis on a également Eric Bréau qui fait partie de Machina Corpus, et Machina Corpus est une entreprise qui est entre autres aussi spécialisée dans un CMS qui s'appelle Plone. Donc Eric va nous parler également de son cas à lui particulier, va pouvoir nous parler de Plone et puis de comment Plone en fait est, on va dire, en entrelacement avec des entreprises qui ont cette expertise-là en particulier. Et enfin, nous avons Olivier Deberco qui a franchi les frontières pour venir nous voir. Merci Olivier. Guten Tag. Et qui est le président de l'association Typo 3, donc, qui représente le CMS Typo 3. Donc on a avec nous 3 CMS différents, 3 personnes tout à fait en mesure d'en parler et puis de nous expliquer dans quelle mesure effectivement des business models vont pouvoir se développer autour de chacun de leurs CMS. Avant d'ouvrir les débats et puis d'échanger librement sur tous ces sujets, je souhaiterais rappeler un certain nombre de points fondamentaux. Avant de parler de business model de l'open source, il paraît assez pertinent de rappeler en quelques mots très rapidement ce qu'on appelle l'open source, le logiciel libre également. Donc on a j'ai envie de dire, mouvements, 2 appellations, mais qui au final se convergent vers la même chose, mais il est quand même assez intéressant de rappeler rapidement ces fondamentaux-là. Donc dans la salle, il y a sans doute des gens qui connaissent tout ça assez bien, donc je m'excuse auprès d'eux qui ne vont pas apprendre grand-chose, mais pour les autres, ça me semble assez intéressant de rappeler ces points clés. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle le logiciel libre? Alors, il s'agit effectivement de 4 libertés essentielles qui sont définies par la Free Software Foundation. Et ça a été effectivement défini en 97, donc ça fait maintenant un petit moment. Et donc la Free Software Foundation, qui est une fondation comme son nom l'indique, a pour rôle, pour mission de promouvoir ce qu'on appelle le logiciel libre. Alors, il y a 4 libertés essentielles associées à cela. La première, c'est tout simplement le fait de pouvoir utiliser l'application, le logiciel. Et donc finalement, ça va être la seule liberté qui va être partagée avec des logiciels dits propriétaires. Et puis ensuite, on a effectivement... alors, je n'ai pas mes slides devant les yeux, c'est pas très pratique. On a effectivement 3 libertés en fait essentielles. La première... Ah merci, super. Si ça fonctionne, voilà, très bien. Donc, on a effectivement 3 grandes libertés. La première, c'est de pouvoir étudier le fonctionnement du programme. Donc, ça veut dire, en fait, concrètement, pouvoir accéder au code source. La numéro 2, c'est la liberté de pouvoir redistribuer des copies de ce programme. Donc, ça veut dire que on ne pourra pas m'interdire, une fois que j'ai récupéré ce code source, on ne pourra pas m'interdire de le dupliquer et de nouveau de le passer à quelqu'un d'autre. Et puis, évidemment, la 3e liberté qui est très importante, c'est le fait que je peux retoucher ce programme, l'améliorer, le modifier et le redistribuer. Donc, ce sont 4 libertés essentielles. Ça, c'est la définition de la Free Software Foundation. Quand on parle d'open source, il y a l'Open Source Initiative qui a défini ce qu'est l'open source. Un an plus tard,
dans une démarche finalement de s'attacher plus au modèle de développement technique autour de cette notion-là. Et donc, ce qu'on appelle l'OSI, l'OSI, a finalement décrit à peu près la même chose, on va dire, avec 10 grands principes qui sont énoncés ici, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais ce qui est important de retenir, c'est que derrière ces deux organisations, derrière ces deux définitions, en fait, en réalité, on va avoir affaire à des licences. Parce que finalement, qu'est-ce qu'un logiciel libre? Qu'est-ce qu'un logiciel open source? C'est un logiciel qui a une licence libre, tout simplement, d'un point de vue très concret et factuellement. On distingue deux grandes licences. Les licences copyleft, qui préservent les droits fondamentaux que j'ai énoncés, définis par la Free Software Foundation, et qui, du coup, l'idée derrière, c'est d'avoir un cercle vertueux, puisque de toute façon, une fois que je vais acquérir ce code source, eh bien voilà, je peux librement le redistribuer. Donc il y a un cercle, ça revient à ceux qui ont finalement contribué au code auparavant. Et puis il y a également des licences libres qui sont dites permissives parce qu'elles posent assez peu de contraintes, qu'elles sont assez proches dans l'esprit du domaine public et donc qui n'interdisent pas qu'un acteur puisse récupérer un code source et puis qu'il le ferme ensuite derrière pour ne pas le diffuser. Donc dans ce cas-là, le cercle vertueux est brisé. Donc, dans la première catégorie, on a toutes les licences qu'on appelle de type GPL, et puis dans la deuxième, on a les types BSD, il y en a d'autres également. Donc on peut rapidement trouver toutes ces licences sur Internet en se rendant sur, par exemple, les sites de la FSF et puis le site de l'OSI. Mais c'est important d'avoir ces notions-là en tête, puisque tous les modèles économiques open source ou du libre qu'on va pouvoir développer vont s'appuyer effectivement sur ces grands principes-là. Alors, la question qu'on se pose quand on est un peu néophyte par rapport au libre et à l'open source, c'est on se dit mais qui développe ces logiciels? Enfin, c'est quand même assez magique quelque part. Ils arrivent comme ça sur Internet, ils se diffusent, ils se développent. Mais qui bosse au final? Enfin, comment ça fonctionne? Est-ce que les gens qui travaillent dessus en vivent? Comment ils en vivent? Et donc c'est là qu'on va commencer à effectivement attaquer la question du modèle économique. Donc souvent, la plupart des projets libres, open source, démarrent avec une seule personne qui code quelque chose dans son coin parce qu'il n'a pas trouvé sur la toile quelque chose qui répondait à son besoin. Donc il va le coder, tout simplement. Et puis, de fil en aiguille, si ce qu'il a réalisé est de qualité, ça va agglomérer d'autres gens, et puis ça va créer un réseau, et puis ça va créer une communauté. Alors, on va parler de communauté de fait, simplement des gens qui sont réunis autour de ce projet-là, et puis qui travaillent communément sur le code source pour l'améliorer, pour le faire évoluer. Et puis, ça va amener peut-être une structuration de cette communauté avec une existence légale qui va pouvoir prendre la forme de fondation ou d'association. Et donc ça, on pourra voir ça après très rapidement, puisque parmi effectivement les 3 CMS qui sont présentés avec nous, il y a le cas d'une fondation et il y a le cas d'une association. Qui aussi crée du code source libre, open source. Il y a des entreprises, il y a des très grandes entreprises, on le sait tous, Google, Facebook, etc., font de l'open source, mais le font avant tout pour eux-mêmes, j'ai envie de dire, ou se regroupent entre eux également, pour avoir plus de poids. Donc ce sont des grands acteurs également qui en produisent. C'est un cas assez différent de logiciels qui viennent basiquement des communautés. Et puis également des administrations, des collectivités territoriales qui se mettent ensemble pour développer des solutions. On en a un qui est représenté ici avec Lucene, qui a été développé il y a un petit moment par la ville de Paris, tout simplement parce que voilà, il y avait un besoin et puis on a mutualisé ces besoins pour l'ensemble des arrondissements de Paris avec ce CMS. Il y a également les milieux académiques qui en produisent. Alors là, dans ce cas-là, ils ne sont pas tout à fait dans un modèle économique puisque de toute façon, ils sont payés pour faire leur travail et dans le cadre de leur travail, ils réalisent entre autres du code source. Mais c'est pour la parenthèse comme ça qu'est né, j'ai envie de dire, le mouvement à la base. Il y a maintenant 30 ans, c'est tout simplement des chercheurs qui à l'époque s'échangeaient leur code dans une démarche de recherche. Donc ça a été l'initiative un peu initiale. Alors, ça veut dire que l'open source, le logiciel libre, ça fonctionne forcément sur une autre voie, fatalement, puisque par opposition au modèle propriétaire qui s'appuie sur une économie de la rareté, c'est-à-dire qu'en gros, j'achète un logiciel via une licence commerciale et je n'ai pas le droit de dupliquer ce logiciel. Donc tout est basé sur la rareté. Mais finalement, l'idée du libre, de l'open source, c'est de se dire on vit à une époque de l'Internet, on vit à une époque du numérique, et le coût, la duplication d'une ressource numérique ne coûte quasiment rien, en fait, en réalité. Donc pourquoi en fait la fermer? Pourquoi la rendre payante? Est-ce qu'on ne gagnerait pas tous, tout simplement, à mettre tout ça en commun, arrêter de réinventer la roue 40 fois, et puis avancer de manière beaucoup plus rapide en partageant ce code source? Donc c'est un petit peu l'idée qui est derrière.
Et donc, c'est une économie de l'abondance. Alors, une fois qu'on dit ça, on est un peu à l'encontre des modèles économiques traditionnels qui disent qu'ils s'appuient forcément sur la rareté. Donc, comment on peut effectivement développer une activité commerciale, gagner de l'argent avec ce modèle-là? Eh ben, c'est une grande question, mais en tous les cas, les chiffres montrent qu'effectivement, l'open source, le logiciel libre, se développe de plus en plus au fil des années. Hein. C'est un phénomène de fond qui s'est amorcé maintenant il y a un petit moment, mais de manière commerciale, il y a une quinzaine d'années. On voit qu'effectivement, en 2012, 2,5 milliards d'euros et 30 000 emplois en France, hein, c'est quand même considérable. Et puis, 6% du marché de l'IT et des prévisions à 9% en 2015. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez important. Alors, si on recentre un peu la situation sur les CMS, qui est le sujet, le trait commun aujourd'hui au CMS-Day, on constate que les CMS se sont développés massivement depuis une dizaine d'années, qu'il y a une grande diversité qui s'est développée dans les solutions, que ces solutions ont évolué continuellement dans une démarche d'innovation et qu'il y a également des nouvelles solutions qui apparaissent continuellement au fil de l'eau. Donc c'est vraiment une lame de fond qui s'est amorcée et qui se développe de plus en plus. Et ces CMS, effectivement, représentent une part assez importante du volume d'affaires autour de l'open source aujourd'hui. Très clairement, c'est un des leviers économiques pour l'open source. Alors, maintenant, on va passer effectivement aux échanges, aux débats, aux discussions qu'on va pouvoir avoir avec nos trois invités ici présents. En gros, quel modèle économique pour l'open source? Et concrètement, on a 3 personnes qui représentent 3 CMS, donc on a 3 cas concrets sous la main, 3 personnes qui vont pouvoir nous en parler avec leurs mots. Et puis derrière, répondre à cette espèce de question un peu tout à fait basique, comment gagner sa vie avec quelque chose que l'on donne? Puisque c'est un peu effectivement la démarche du logiciel libre, de l'open source. On donne quelque chose, bon, très bien, mais après, comment la valeur se crée, comment elle va se déplacer par rapport à ce qui est partagé. Avec nous, donc 3 CMS, comme je l'ai dit tout à l'heure. SPIP, Plone, Typo3 sont nés à peu près dans les mêmes années, si je ne m'abuse, si je ne me suis pas trompé. 2001 pour SPIP, 2001 pour Plone, 2000 pour Typo3. Donc vous voyez qu'on a quand même des solutions qui sont maintenant, qui existent depuis une quinzaine d'années. Hein, c'est pas négligeable. Bon, ça c'est anecdotique, j'ai envie de dire, mais SPIP et Typo3 sont sous PHP, Python et Plone est sous Python. Et puis les 3 CMS sont sous une licence libre, hein, donc GPL, je pense, pour SPIP et Plone, et puis LGPL, je crois. C'est aussi la GPL pour Typo3. C'est aussi la GPL, désolé, pour Typo3. Donc on a ici 3 personnes dont je souhaiterais que vous nous parliez un petit peu tout d'abord des communautés et puis finalement éclairer le public sur qui sont ces mystérieux codeurs qui produisent ce code source et qui font avancer chaque CMS. Alors tout d'abord, je me tourne vers toi, Eric. Est-ce que tu peux nous parler déjà de toi, présenter un peu le CMS Plone, nous dire un peu tout à fait, ce qu'il permet de faire, et puis comment cette communauté existe. Oui, donc Plone, c'est un CMS qui est véritablement communautaire, donc à la différence de CMS qui sont plus portés par une société, CMS sur modèle éditeur. Là, c'est complètement ouvert, il n'y a pas une société dans le monde qui peut dire « nous sommes Plone ». La marque Plone, d'ailleurs, appartient à la fondation Plone, qui a été créée pour ça, pour défendre la marque, le nom de domaine, etc., le logo. Donc, on s'est bien assuré que personne ne pouvait prendre la main en tant que société sur Plone, on va dire. Et les sociétés qui y participent sont relativement nombreuses. Je pense qu'il y a à peu près 300 prestataires dans le monde qui font du Plone. Pas forcément des très grosses structures, hein, pour l'essentiel, plutôt des petites structures de l'ordre de dizaines d'employés, rarement des centaines. Et le principe, tout simplement, c'est faire du service autour de la solution. C'est-à-dire qu'on construit un CMS, c'est cher, un CMS, c'est très long. C'est pas pour rien que les solutions dont on parle, elles datent de 15, 10 ans. C'est parce que c'est très long à construire. Un CMS, c'est un logiciel qui est riche, à la différence d'un framework. C'est quelque chose qui a besoin de beaucoup de composants, et donc il y a un coût d'édition qui n'est pas anodin, et difficile probablement à assumer pour une structure même grosse, je pense, difficile à assumer pour la maintenance, pour l'évolution, etc. Et donc le modèle de développement open source, c'est le plus adapté, puisqu'on va mutualiser notre effort pour faire un outil costaud, durable, pérenne, et on va gagner notre vie tout simplement en vendant notre expertise autour de cette solution-là. C'est-à-dire qu'on fait un outil qu'on connaît, on peut prétendre à une certaine expertise puisqu'on est reconnu au niveau de la communauté, on peut faire valoir le fait que dans la communauté on assume tel rôle, on fait la maintenance de tel module ou de tel autre,
Et donc, de ce fait, se prévaloir d'une certaine expertise pour aller trouver des clients. Et les clients, on leur facture notre travail, le travail qu'on fait à façon pour eux. C'est-à-dire, si on demande un site web, on va bien entendu facturer le temps qu'on passe à le faire. La différence entre nous, une société qui fait partie de la communauté, et une société X qui fait de la prestation de service et qui utiliserait le même CMS, qui utiliserait Plon, c'est que simplement on va pouvoir demander plus cher ou avoir plus de force de conviction pour emporter la vente qu'une société qui n'est pas impliquée. Donc la base du modèle, il est là, tout simplement. Personne, enfin en aucun cas, on n'empêchera une société qui ne participe pas à la communauté d'utiliser Plon. C'est la base de l'open source. Tout le monde est libre d'utiliser. Donc, bien sûr, nos concurrents qui ne sont pas participants et de s'en servir pour leurs clients, on est même ravis qu'ils le fassent. Mais en général, nous, on s'en sort mieux parce qu'on peut prétendre à cette expertise-là. Ça, c'est la base du modèle. Autour de ça se greffent d'autres possibilités de gains, on va dire, de services payants. Il y a des formations, bien entendu. Il y a le fait de faire des ouvrages qui peuvent être vendus. Donc, il y a des choses annexes. Mais la base, c'est ça. C'est faire du service, donc du travail à façon, sur la base de notre logiciel, qui, lui, est maintenu par toute la communauté, et pour obtenir donc du business comme n'importe quelle société de service. Donc le modèle, c'est ça, c'est société de service. Voilà. D'accord. Alors, on reviendra après sur ta situation particulière, parce que tu fais aussi partie d'une entreprise qui s'appelle Machina Corpus, donc on en reparlera après. Cédric, en ce qui concerne SPIP, est-ce que tu peux nous présenter SPIP dans les grandes lignes et nous expliquer effectivement quel rôle tu joues personnellement, toi? Alors SPIP, c'est un outil de publication qui est né effectivement en 2001, de manière assez atypique, puisqu'il vient vraiment du milieu non marchand, du milieu associatif, voire militant très engagé. Donc avec vraiment un groupe de contributeurs initiaux donc c'était déjà un groupe, c'est pas venu d'une personne, c'est venu d'un groupe. Donc déjà cette démarche collective dès le début, et qui ont développé cet outil pour le besoin de projets associatifs, et qui ont dit bah voilà, on a fait ça, si ça intéresse d'autres gens, profitez-en. C'est vraiment le cœur, et ça forme vraiment l'ADN de SPIP, dans le sens où il y a une volonté très forte de toujours protéger le projet, des aspects marketing, de tentatives de marchandisation, etc. Et donc jusqu'au bout de cette démarche-là, il n'y a absolument aucune structure qui porte le projet. C'est complètement informel. Il n'y a aucune organisation, aucune marque, aucun dépôt. Donc ce qui parfois complique un peu c'est vrai que les gens qui sont intéressés au SMS ou au CMS, ou qui veulent communiquer sur les sujets, ont parfois du mal à trouver un interlocuteur, parce qu'il y a personne qui peut représenter, et voilà, chacun vient toujours parler à son nom propre, hein, et il n'y a pas de représentant de SPIP, donc ça fait vraiment partie de l'essence du projet. Moi ensuite je suis arrivé dans le projet en 2006, donc 5 ans après le début, et historiquement je me suis retrouvé le première personne intégrée au core dev, donc vraiment l'équipe développement, qui par ailleurs avait une activité professionnelle autour de SPIP et du développement de sites. Donc voilà, un peu une flexion un peu une ouverture qui a été faite du projet vis-à-vis de ça. Mais cela dit, même si aujourd'hui, de toute façon, la situation a évolué, et il y a effectivement un certain nombre de contributeurs au projet qui par ailleurs sont effectivement aussi des professionnels qui travaillent autour de SPIP, c'est vrai que ça reste quand même assez ancré dans le milieu coopératif, milieu marchand certes, mais quand même qui défend des valeurs et autour quand même d'une certaine idéologie. D'accord. Donc ça fait partie de l'ADN du projet. D'accord. Parce qu'il y a quand même beaucoup de SPIP qui tournent en France, par exemple. SPIP est un projet français, je crois. Oui, tout à fait. L'origine du projet est français, puisque les 3 développeurs sont français. Donc après, effectivement, il a une grosse communauté francophone, parce que je dirais, le langage de templating est en français, et le code est documenté en français. Enfin, les commentaires du code sont en français, et donc ça fait aussi partie de l'ADN du projet. C'est vrai que régulièrement il y a des gens qui disent mais pourquoi on n'anglicise pas, pourquoi si tout était passé en anglais, ça permettrait de le diffuser le projet beaucoup plus. Certes, mais ça
ça contribuerait aussi sans doute à faire perdre une certaine âme au projet et à ne plus le distinguer d'un certain nombre de produits anglo-saxons qui par ailleurs existent et sont nombreux, etc. Et à contrario, cette francophonie assumée volontaire du projet donne aussi accès à l'outil, à toutes les possibilités, à des personnes qui sont plus orientées francophones. Et donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'utilisateurs dans tout le continent africain. Il y a aussi une assez grosse communauté hispanique voilà, qui trouve une alternative aux produits anglo-saxons. Ce qui n'empêche pas que l'ensemble de la documentation utilisateur, etc., est traduite et multilingue. Il y a une très grosse communauté de traducteurs. L'interface d'administration, tous les outils sont aussi traduits dans toutes les langues. Oui. Donc il y a une vraie... et puis il y a beaucoup d'outils de multilinguisme pour le templating. Donc il y a une vraie démarche multilingue. Au contraire, justement, pour respecter toutes les langues, toutes leurs spécificités typographiques, etc. Par contre, dans l'ADN du projet, effectivement, le projet est francophone par essence. Ouais, tout à fait. D'accord, ok. Mais c'est vrai que tu as raison de le rappeler, il n'y a pas que des codeurs, il y a aussi beaucoup de gens qui font d'autres choses dans les communautés, au sens large, et notamment des gens qui font la traduction. Oui, tout à fait. Il y a une très grosse communauté de traducteurs qui fait aussi la richesse du projet. Ouais. Ouais, tout à fait, d'accord. Ok. Olivier, est-ce que tu peux nous parler de Typo 3 ? Alors, toi, tu es je veux dire, le représentant officiel de Typo 3. Est-ce qu'on peut dire ça en tant que président de l'association Typo 3 ? Dans mon rôle description, job description, c'est écrit le président représente le projet dans les officiels. Je vous salue. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui, Typo 3, c'est un petit peu une histoire d'amour avec un développeur danois, Kasper Skahe, qui a inventé Typo 3 dans les années 98. Le mythe Typo 3, pourquoi le nom, ça a à faire parce qu'il a dû effacer son coding 3 fois pour commencer la version finale. Il a chiffonné sa feuille 3 fois avant de... Ouais, bon, il y a eu comme des delete dans le trash can qu'il a envoyé comme ça. Après, maintenant, aujourd'hui, 14 années plus tard, on est une communauté avec une grande fondation, disons, dans le marché, pas français, mais peut-être le marché très allemand. Ça veut dire avec la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne, les pays alentours. On a un petit peu un footprint dans l'Hollande, en Pologne, en Roumanie. On a beaucoup on est très international, c'est-à-dire qu'on est une communauté allemande qui a le luxe de parler ensemble en anglais. Et il y a beaucoup de livres qui sont en allemand et tout ça. Bon. Mais qu'est-ce que je voulais raconter c'est très difficile pour moi d'expliquer quelque chose. Je suis tellement dedans que du coup... je suis le président depuis fin janvier. L'association est là, elle est maintenant dans sa 10e année. Ça veut dire 4 ans après que le produit était lancé sur le marché. Il y a eu un petit groupe de personnes très enthousiastes qui ont créé l'association en premier lieu pour payer le développement. Ça veut dire il y avait les agences qui faisaient déjà à ce temps du Typo 3 qui disaient c'est une bonne idée. Ainsi il y a que Kasper, que Robert et toutes les personnes qui sont dans ce petit core team reçoivent de l'argent. D'accord. Alors d'où venait l'argent ? Pardon ? D'où venait l'argent ? On est une association qui prend des member fees, ça veut dire des cotisations dépendant de ta grandeur. Ça veut dire on avait au commencement on avait un modèle très simple où tu étais particulier ou entreprise et tu payais 100 € ou 500 €, quelque chose comme ça par année. Et cet argent était distribué d'une façon très salope, pour le dire ça nonchalantement, était distribué entre les personnes qui faisaient le travail. Et il y a eu un développement, disons, avec un jour Kasper a dit bon, le pouvoir, le roi est mort, Kasper le roi est mort, vive la communauté, le nouveau roi.
C'est-à-dire, il y a eu, à l'entour de 2005-2006, il y a eu comme une levée en masse de la communauté pour saisir le code et aussi un petit peu pour saisir un petit peu aussi la gouvernance dans cette association. Et on est maintenant dans la 10e année qu'on a des différentes cotisations qu'on prend. On a pour les freelance 100 € par année. Pour les moyennes et les grandes entreprises, on va jusqu'à 10 000 € qu'on prendra. D'accord. Donc 10 000 €, ça peut paraître beaucoup, mais pour une grande entreprise, c'est rien du tout. Donc dans votre cas, sur Typo 3, il y a une forme de modèle économique qui se dégage de ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est un modèle économique ou est-ce que c'est une mutualisation volontaire qui vient par la demande, donc par les clients, concrètement? Il n'y a pas le rôle, il n'y a pas le un modèle, parce que c'est une question très difficile que tu me poses là, parce que je vois qu'il y a un changement qui se passe. Je pense que si on regarde les dernières 10 années, le contenu était plutôt les systèmes de gestion, les CMS, ils ont fait que du publishing. Ils ont donné tu vois, c'était faire du publishing en masse avec beaucoup de personnes dans une entreprise, avec les droits régulés, tout ça. On a commencé, il y a 5 ans, 6 ans, on a commencé à écrire un nouveau système qui s'appelle Typo 3 Neos. Et on a investi beaucoup de l'argent, bien que plus que 50% des réserves de l'association pour le développement. Pour financer Neos. Pour financer du Neos. On a fait ça 5 ans, 6 années. Ça veut dire à la fin, quelqu'un a fait la calculette. Ils ont dit qu'il y a 5 millions d'euros qui sont allés en direction Neos. Et c'est très intéressant de voir ça. Le business model qu'il existe, il y a des agences, il y a les freelance. Il y a tous les services autour du CMS, tout à fait. Exactement. Ouais. Il n'y a pas de service. Oui. Vas-y, Cédric. Ouais, j'allais rebondir là-dessus en disant, faut peut-être distinguer aussi, il y a l'aspect modèle économique du projet libre en lui-même, et puis après modèle économique des gens qui peuvent travailler autour de ce projet, qui gravitent. Et donc là, je pense qu'on parlait plutôt du projet, et j'avais envie de rebondir sur ce que tu disais à propos de l'argent qui était distribué de manière plus ou moins équitable, en tout cas au début du projet. Ça fait partie effectivement des raisons pour lesquelles autour du projet SPIP, il y a eu cette volonté et de ne pas faire de structure et surtout de ne pas créer, de ne pas avoir de flux d'argent rentrant. Alors oui. Parce qu'à partir du moment où on a ce flux d'argent rentrant, c'est la question qui arrive, c'est qui mérite plus que qui, et là on introduit un biais dans la contribution parce que si certains qui contribuent touchent de l'argent et d'autres qui contribuent n'en touchent pas, on commence à rentrer dans un système où c'est vicié et on va plutôt avoir tendance à décourager. Ça ne fonctionne pas, hein. Il faut dire qu'il y a beaucoup de bad blood, de mauvais sang qui se fait. Hein. Et donc ça fait vraiment partie des raisons pour lesquelles dans le projet SPIP, il y a eu cette volonté de ne pas avoir de session, de ne pas avoir de structure et de ne pas du tout collecter d'argent, de refuser, de donner aucun canal pour faire rentrer de l'argent. Disons que l'âme du projet, c'est les gens qui veulent contribuer, s'ils veulent contribuer, ils contribuent pour des raisons qui leur sont propres, mais c'est de la contribution qui est libre, qui est ouverte, qui est gratuite, qui est bénévole. D'accord. J'ai une question là, j'ai une question. La base, si on parle vraiment de lines of code, hein, moi je sais que dans Typo 3, on a 50 millions de lines of code et dans les derniers 2 ou 3 releases, on a bahuté 500 000 lines, on les a enlevés, on a remis et tout ça. Spip, on parle de combien de lines of code? J'ai pas le chiffre en tête, alors je ne vais pas pouvoir te le donner. Non, mais, tu vois, pour voir aussi, il y a cet aspect-là. Je comprends bien que tu dis c'est bien qu'il n'y a pas ces fonds qui vont d'une main à l'autre, et les gens qui reçoivent. C'est de l'autre côté, il faut voir la contribution, comme tu le dis, par les personnes qui ne reçoivent pas d'argent. Et tu vois, c'est pour moi, il y a eu une grande contribution sans argent qui s'est fait. Tout à fait, oui. À l'autre côté, il faut aussi savoir innover. Et l'innovation, ça ne se fait pas seulement parce que les clients le veulent. Il faut aussi avoir une indépendance. Et je pense c'est un petit peu
l'idée de l'association, c'est de créer une vision technologique, peut-être en faisant une spécification, en faisant des case studies, en faisant des surveys envers les personnes qui utilisent le software. C'est pas seulement de faire de la developer happiness, mais aussi de créer une happiness pour les utilisateurs aujourd'hui et demain. C'est justement, et là, tu as besoin de créer des structures où il y a du commitment, où il y a, de la responsabilité qui se fait aussi en fonds financiers. Tu as besoin ou pas? En l'occurrence, ça marche sans aussi. Ça dépend. C'est-à-dire que sans donner forcément la main au client sur le devenir du projet, dans la mesure où c'est le client qui paye au final, on peut tout à fait avoir la possibilité de financer le développement du projet open source à l'occasion des réalisations qu'on fait pour les clients, si la communauté elle a une certaine discipline, et en tout cas une certaine définition claire sur où ça va. Où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire. Et effectivement, donc il faut que la communauté, quelle que soit sa représentation, on va dire légale ou quoi que ce soit, elle puisse définir les objectifs, l'architecture, les case studies, etc. Effectivement, il faut que ce soit posé, il faut que ce soit accepté par tout le monde. À partir du moment où c'est le cas, chacune des sociétés qui participent à la communauté, ou freelance ou peu importe, vont, à chaque occasion où ils le peuvent, aller dans ce sens-là, sur la base des financements qu'ils ont pour réaliser quelque chose pour un client. Donc il n'y a pas forcément besoin, je comprends le confort et la volonté d'indépendance que tu soulignes en disant si on a de l'argent spécifiquement pour financer le développement de Typo 3, donc du CMS qu'on veut faire, du coup on le fait comme on entend, on peut quand même, je pense, vivre sur les projets clients et mener les choses comme on l'entend. Si la communauté elle est bien soudée et elle est bien claire sur les objectifs. Je pense, enfin, en tous les cas sur Plone ça se passe comme ça. Est-ce que peut-être justement tu peux parler un petit peu plus de la fondation Plone, parce que c'est peut-être particulier aussi à ce contexte-là et à ce CMS-là. Plone, je pense pouvoir dire que c'est un CMS très international. Complètement, oui. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont investies dans Plone. Tout à fait. Les entreprises sont très variées, des entreprises américaines, des entreprises d'Europe du Nord, Europe du Sud. Enfin oui, c'est vraiment large. La communauté est vraiment très internationale. Et la Fondation Plone, elle sert... en fait, c'est surtout une représentation légale. Hein. La Fondation Plone, elle sert à définir, à protéger la marque. Tout à fait. Enfin, ça pour le coup, c'est que... Elle fait que ça, ou elle fait aussi, Quasiment, par exemple, ce que nous on fait dans l'association Typo 3, c'est ça c'est notre quatrième chose qu'on fait. We hold the trademarks. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait l'éducation, on fait le marketing. Marketing, oui. Communication, marketing. La certification, ça veut dire on assure un certain standard d'intégration. Alors ça veut dire que concrètement, vous certifiez des développeurs qui viennent passer un examen en fait, c'est ça? Pardon. Ils viennent passer un examen et puis... C'est ça, et un examen que chacun tester. peut prendre dans un test center chez PersonView, dans tout le monde. On a eu un instant où on a fait ça à les événements. C'est aussi une chose qu'on fait. On fait beaucoup d'événements de développeurs. On fait une conférence. Mais je pense aussi que ce qu'on fait, c'est si on parle de payer pour le code, on ne paye pas les lignes de code. On paye que les teams peuvent se voir, peuvent se rencontrer à quelque part dans le monde. Et être assis ensemble et travailler ensemble et qui n'ont pas peur que à la fin ils doivent dormir sous les ponts de Paris. C'est ça. Ça c'est ce qu'on fait également, c'est-à-dire que la fondation elle protège la marque, elle organise la communauté. Et donc le marketing pour promouvoir Plone, mais là, au niveau de la communauté, c'est vrai qu'elle va financer des événements où les gens se rassemblent et où effectivement ils vont pouvoir travailler ensemble. Donc on fait des sprints très régulièrement en plein d'endroits dans le monde, des fois c'est même mondial, et les sprints sont financés. Oui, ça c'est très important effectivement. Alors à côté de ça, vous représentez des CMS, mais vous êtes également les uns salariés d'une entreprise, d'autres entrepreneurs. Et donc, si je comprends bien, vous travaillez tous sur le CMS que vous représentez aujourd'hui, parce que vous en êtes des experts. Ça veut dire que finalement, vous avez plusieurs casquettes, mais en même temps, ces casquettes sont un peu les mêmes. C'est-à-dire que vous êtes à la fois communautaire, mais à la fois, vous en gagnez. Vous gagnez votre vie, vous en faites votre gagne-pain. Donc, dans ton cas, tu fais partie de Machina Corpus. Et Machina Corpus, son business, c'est également d'être expert de Plone. Absolument. C'est-à-dire que comme je le disais,
financer de l'open source, alors, il y a plusieurs façons. Soit ça va être à l'occasion d'un projet, donc on est payé par un client, et à l'occasion des développements qu'on fait pour ce client, il y a une partie de ce qu'on crée qui va être reversée à la communauté. Donc là, c'est anodin pour nous. On est payé, on passe du temps payé à faire quelque chose, et il se trouve que ça bénéficie à la communauté. Comme à l'inverse, le client il bénéficie énormément de ce que la communauté a fait auparavant, c'est tout à fait juste. Et au niveau des comptes de la société, ça ne change rien. Parfois, c'est vrai qu'on va travailler on va faire des contributions sur du temps non facturé. Et là, donc, ça pose un problème. C'est-à-dire que ça revient à faire de la R&D sur un produit qui n'est pas le nôtre. Oui, tout à fait. On donne. Donc, on perd de l'argent, finalement. Oui. Pas tant que ça. Pourquoi ? Plusieurs aspects. D'une part, comme je l'ai souligné au début, c'est comme si on faisait un effort de marketing. C'est-à-dire qu'en faisant ça, on se fait connaître de la communauté, on augmente notre visibilité, on augmente notre savoir-faire aussi. Et donc, par ce biais-là, on va pouvoir peut-être capter plus de marchés, capter des clients. C'est un argument, effectivement, commercial, qui devient commercial par rapport à des clients. Et là, c'est particulièrement efficace. C'est-à-dire que nous, on est une structure qui n'est pas tellement grosse. Pour autant, il y a des gens qui nous ont contactés de l'autre bout du monde, des Australiens, le gouvernement de Hawaï, qui d'autres, des départements de l'ONU à Nairobi, qui sont venus vers nous pour nous proposer de travailler pour eux. Bien entendu, on n'a pas la capacité commercialement à couvrir le monde de cette manière-là. On est tout à fait incapable de le faire. Et du simple fait de notre participation, notre implication dans la communauté Plon, nous a donné une visibilité qui nous a ramené des marchés comme ça. Il y a un aspect un petit peu viral qui est intrinsèque finalement au modèle de l'open source et du libre, quelque part. Et ça, c'est quelque chose que, de même qu'on ne pourrait pas se payer les efforts de développement pour faire un CMS propriétaire, de même, on ne pourrait pas se payer une couverture commerciale mondiale pour pouvoir en vivre, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui se passe. Enfin, pour le coup, c'est vraiment très rentable, en fait. C'est une très bonne idée, l'open source, par rapport à ça. Il y a ça. Et il y a l'aspect aussi RH, que je vais souligner. C'est-à-dire que quand on est une société de service, c'est intéressant de garder les gens qu'on forme, qui travaillent pour nous. Et donc, le fait de les faire participer, qu'ils soient impliqués dans la communauté, au même titre que toute la société finalement, c'est particulièrement impliquant. C'est-à-dire qu'ils vont du coup s'attacher à ça. Ils vont s'attacher. Le fait de participer à une communauté, ça fait quelque chose de très positif pour la personne, plutôt que passer son temps sur des projets pour des clients qui... ça parfois mal se passer, ça peut être mal vécu. Au contraire, ce qu'on fait pour la communauté, là, c'est toujours très bien vécu. Et c'est particulièrement agréable. On a des retours super positifs de la communauté qui au contraire, un client va faire des retours en disant bah, ça c'est pas fini, ça marche pas, ça c'est pas dans les délais. Au contraire, tout ce qu'on fait pour la communauté en général, c'est que du positif. C'est super ce que tu as fait, ça faisait longtemps que c'était en attente, etc. Et donc c'est extrêmement positif du côté de l'employé finalement. Et donc en tant que politique RH, c'est pareil, c'est extrêmement rentable de faire de l'open source. Donc c'est quelque chose que les entreprises en général qui souhaitent s'inscrire dans une démarche de logiciel libre, d'open source, pourraient développer davantage par rapport à la situation actuelle, typiquement. Intégrer des compétences, les développer. Ça augmente la satisfaction. D'accord, ok. Dans ton cas, Cédric, tu as une casquette également d'entrepreneur parce que tu as une société qui s'appelle Nursit. Oui, c'est le même topo. Tu es expert de SPIP et donc c'est comme ça que tu développes ton business. Qu'est-ce que tu proposes avec Nursit ? Alors, tout à fait. Alors déjà dans un projet comme SPIP qui est fondé sur des bases tout à fait militantes et hors du secteur marchand et qui a une certaine méfiance, c'est pas toujours une sinécure. Ça demande des fois d'être un peu schizophrène entre la casquette communautaire et la casquette entrepreneur. Mais tout à fait après. Effectivement, on a monté avec Benoît Mamé, qui est aussi un des membres de la communauté historique de SPIP, un service d'hébergement dédié à SPIP. L'hébergement en SaaS, je crois, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ouais. On propose SPIP comme un service. Et puis autour de ça, après, effectivement, on va intervenir pour faire de l'expertise, du conseil, de l'audit, du conseil sur des projets, sur des projets un peu gros, un peu musclés, où les intervenants, les équipes techniques vont avoir besoin d'une expertise forte. Et voilà. Et comme tu disais, effectivement, le fait de contribuer au projet fait qu'on a une visibilité en tant que contributeur, en tant qu'expertise, en tant qu'expert sur le projet, et permet d'intervenir à ce titre-là. Tout à fait, ouais. D'accord. Alors, le temps passe très vite. Donc, on arrive un petit peu à l'échéance de cette table ronde. On se garde un peu de temps pour les questions. Donc, est-ce que dans le public, vous avez des questions ? Je bouche un peu les yeux parce que je vois rien du tout. Pas de questions ? Il y a une question là. Je vois pas. Ah. Cyril Reinhardt, Acquia, donc dans le monde de Drupal et société un peu comme Cédric, où on propose des solutions, mais un peu comme Typo 3 aussi.
Mais je pense que ce qu'on néglige souvent dans le côté communautaire, c'est le rôle que peuvent avoir ces acteurs, que ce soit Typo 3 ou si je prends Acquia. C'est un rôle qui va permettre à la communauté aussi de se développer en termes de croissance et d'aller sur des projets de plus en plus gros. Pour donner des exemples très simples, quand vous allez sur des projets dans des grandes entreprises, souvent les références, ça va être le Gartner, ça va être des documents d'analystes. Et le rôle des acteurs comme Acquia ou comme Typo 3 ou d'autres acteurs sur ce modèle-là, ça va être d'aider aussi la communauté à être présente et être visible de ces grandes entreprises. Et donc ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que ça dépend souvent aussi du type de taille de projet qu'on veut adresser. Et je pense que un modèle peut fonctionner sur une taille de projet et beaucoup moins sur des tailles beaucoup plus volumineuses. C'était la question que je voulais poser en fait. Quel est votre point de vue par rapport à ça, cette notion de taille de projet ? Moi, je vais dire oui, effectivement, d'avoir une structure commerciale qui peut apporter une expertise, qui peut apporter un soutien technique, qui va avoir un rôle presque d'éditeur, même si ça n'en est pas forcément un, va effectivement permettre d'adresser des mondes plus des plus grosses entreprises, des plus grosses structures, des structures étatiques, encore que dans le cas particulier de SPIP, pour des raisons historiques, on se retrouve avec pas mal d'utilisateurs dans le monde étatique. Mais oui, c'est vrai que c'est potentiellement un besoin pour adresser ce type de projet. Ouais. Ouais, Je peux dire que dans le monde Typo 3, il y a tout. Il y a le petit site du boulanger du coin. C'est ça ce qu'on a commencé aussi il y a 10 ans, il y a 15 ans, on a commencé avec ça. Et aujourd'hui, avec la DKD, c'est mon entreprise, 50 personnes, un tas d'affaires dans les 4 millions d'euros par année. On fait des sites pour les grandes entreprises allemandes, Lufthansa, Sartorius. On a fait dans le passé, on a fait des implémentations ici à Paris pour l'UNESCO. Ça veut dire c'est pas toujours la taille, il faut définir la taille. Si c'est une taille financière ou si c'est une taille de features ou de contenu, la complexité du contenu et tout ça. Ça veut dire il y a tout. Et je pense que dans les dernières 10 années, on a fait que comment expliquer ça, comme une sorte comme du scouting. On était un petit peu comme les scouts, les éclaireurs, les défricheurs. Et on a aidé les entreprises à franchir le premier pas envers la digitalisation totale qui nous viendra ici d'ici à 10 à 20 ans. Tout sera digitalisé. Il n'y aura plus de papier, il n'y aura plus de radio analogue, rien du tout. Tout sera digitalisé, sera concentré sur des devices. Et le logiciel, comme Microsoft nous a vendu en boîte, n'existera plus, ce sera que des services. Et je vois aussi le rôle des agences d'aujourd'hui, c'est de préparer leurs clients à ce changement qui viendra, parce que les agences ou les entreprises qui ne s'adapteront pas à cet échec, à ce défi, ils ne vont pas survivre. Ça veut dire ça je vois qu'il faut trouver dans chaque communauté open source, il faut trouver toujours la question qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut être conservateur ou est-ce qu'on veut être innovateur? Et ça, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on essaye, nous, à faire, c'est à garder les personnes, à les prendre avec, à don't leave them behind, mais aussi à les préparer pour le futur. C'est ce que je peux dire dans les dernières 10 années, qu'est-ce qu'on a appris en faisant Typo 3. Merci à tous les trois. Donc il est 15h18, il faut laisser un petit peu de temps pour la prochaine conférence. Donc je vous mets le programme ici. Merci donc Olivier, Cédric, Eric. Merci. C'est un vaste sujet, les business models open source. Peut-être qu'en guise de conclusion, on peut dire qu'il faut rappeler que c'est un cercle vertueux.
et que c'est aussi la responsabilité des clients. Quand on dit clients, c'est vraiment les entreprises, les collectivités territoriales, les acteurs publics, de s'emparer de ce modèle-là et puis de se dire que effectivement, il faut y participer. Il faut que le code soit reversé aux communautés. Il faut faire ses contributions pour participer et apporter la pierre à l'édifice, puisque l'idée derrière, c'est pas de réinventer la roue, c'est de faire en sorte que tout le monde en profite et de booster l'innovation pour le bien de tout le monde en réalité. Donc il faut effectivement signaler que c'est important de jouer le jeu à tous les niveaux et que l'open source, le logiciel libre, en a besoin vraiment fortement. Merci à tous les trois. Merci beaucoup.